j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Heiren, qui est ici à ma droite, pour cette conférence sur la réhabilitation de la Villa Kuta au Limpotsberg. Madame Heiren a fait ses études d'architecture à Paris avant de continuer sa formation en Suisse. Et comme beaucoup d'entre nous, elle est revenue un peu par hasard au Luxembourg, notamment pour se lancer dans un concours avec Paul Bretz. Depuis 1995, elle a son propre cabinet où elle cultive la pluriculturalité, si je peux dire comme ça, avec une équipe d'une dizaine de personnes. Elle travaille aussi bien pour le public que pour le privé, en architecture et en urbanisme. Et j'ai découvert qu'elle avait plus d'une corde à son arc parce qu'elle conçoit du mobilier, fait des scénographies, crée même des costumes de spectacle. Ce qui est très intéressant, justement, en relation avec un musée et avec la réhabilitation d'une maison qui est historique, c'est qu'elle conçoit son travail comme une histoire en train de se tisser. Donc elle est très consciente de ce qui était et de ce qui est en train de devenir. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui est restaurateur ou restauratrice d'œuvres d'art, c'est quelque chose qui est très important, de ne pas nier l'histoire des objets et des immeubles, et de bien se rendre compte de la matérialité d'un objet, de l'histoire matérielle d'un objet. Et donc elle a développé, avec cette philosophie, un grand respect des lieux, mais aussi des personnes qui marquent ces lieux. Et donc je vais lui céder la parole pour qu'elle vous raconte son histoire de la Villa Kuta. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous voir. Je suis ravie que la Villa Kuta puisse intéresser autant. Enfin, bravo de venir. Donc, mettons-nous dans le vif du sujet. Joseph Kuta a peint sa maison et il a choisi pour le titre qu'il a donné à son œuvre de ne pas mettre le focus sur la maison. C'est devenu un paysage de neige parmi les autres. Pourtant, neige ou pas neige, la demeure des Kuta, elle détenait à Limpotsberg, ici en 1931. Il faut s'imaginer que les gens venaient le week-end en famille pour observer cette étrange maison du peintre. L'histoire a commencé avec la volonté du jeune couple Kuta de s'établir définitivement à Luxembourg. En 1927, ils achètent un terrain à Limpotsberg et dans la foulée, ils demandent à l'architecte allemand Fritz Breuhaus de leur faire un projet pour leur maison unifamiliale avec un atelier d'artiste. Voici la cour du peintre. Projet d'une architecture plutôt méditerranéenne, imaginez les cyprès à Limpotsberg, et plan qui développe vraiment deux ailes qui abritent une cour, censée protéger la vie de la famille, à l'abri des regards de la rue. Une des ailes plutôt destinée à la vie intime de la famille, l'autre aile qui a un grand hall salon de réception et adjacent à l'atelier d'artiste. Il faut dire que la femme de Joseph Kuta, Rosalie Sedlmayr, est issue d'une très riche famille bavaroise, ce qui explique peut-être cela, c'est-à-dire qu'on pouvait se projeter dans une maison de cette envergure. Il est très intéressant aussi d'avoir l'appréciation de Breuhaus sur ses maîtres d'ouvrage, puisqu'il dit que Kuta, ein herber, ernster Mann, die Dame des Hauses, heiteren Sinnes, glücklichsten Gegensatzes. Et ça, c'est très important de le savoir parce que, en fait, c'est comme un fil rouge à travers la lecture des plans également. La psychanalyse, c'est peut-être pour après, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est que ce plan a vraiment été autorisé par la ville de Luxembourg en 1927. Donc, Kuta voulait quand même se projeter dans cette maison-là et il voulait aller plus loin, mais le projet a été abandonné. Pourquoi? Bon, on peut spéculer, mais on ne le sait pas vraiment. La même année, il demande au jeune architecte luxembourgeois Hubert Schumacher de lui faire le projet et savourer le titre de la maison de campagne à Limpotsberg. Et
là, vous voyez, juste par comparaison à ce que vous avez vu auparavant, une toute petite maison compacte au fond de la parcelle. Quand vous la comparez au projet de Breuhaus, on a l'impression que c'est la maison de jardin du projet de Breuhaus. Et donc, là, par contre, bon, je suis désolée pour la qualité des plans, mais je suis déjà tellement contente que la ville de Luxembourg m'ait permis de retrouver ces anciens plans. Et vous voyez un langage architectural moderne, totalement différent de celui de Breuhaus, et une toute petite maison compacte qui, elle aussi, a été autorisée le 27 décembre 27 d'ailleurs, mais qui, visiblement, était trop petite. Et donc, ce que j'appelle le projet Schumacher 2, le même architecte continue, et cette fois avec une maison un peu plus grande, où on garde néanmoins les mêmes thèmes de la maison unifamiliale, adjacent à l'atelier d'artiste. Et je reviens très brièvement sur la connotation peut-être psychanalytique, parce que si vous regardez le salon de la maison, vous voyez une grande ouverture et vous voyez directement l'atelier d'artiste. À voir si Kuta était un personnage qui allait pouvoir vraiment peindre, vous l'imaginez, devant son chevalet, avec les gens invités qui sont à côté dans le salon en sirotant un cocktail sur un air de Chopin. Donc je pense qu'il y avait, à la lecture du plan, on peut se poser si tout le monde voulait vraiment la même chose. En tout cas, je suis allée voir l'exposition juste avant et je me dis que, difficile de se l'imaginer de cette manière-là. Tout étant que Schumacher a composé un projet absolument magnifique. Il faut s'imaginer que c'était quand même une des premières, si ce n'est la première maison d'une architecture moderne au Grand-Duché. Donc ces volumes qu'il a composés, qui s'imbriquent les uns dans les autres, ceci est la maison dessinée sur base de laquelle la construction a eu lieu, mais on verra après que tout n'a pas été réalisé exactement selon ce plan, mais c'est très, 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 très inspiré par ce dessin. Et donc, le résultat, en 1931, heureusement que cette photo-là existe de Batty Fischer, parce que c'est vraiment la photo témoin qui nous informe de ce qui a été réalisé effectivement, puisque c'est légèrement différent en façade, en volumétrie, de ce que Schumacher avait dessiné. Et il faut imaginer aussi la maturité de ce jeune architecte. Donc, quand je dis jeune, il a fait ses études à Munich, où d'ailleurs il a fait la connaissance de Kuta, et à Paris, et il est revenu, et c'est un de ses premiers projets. Il faut le faire quand même. Ce qui est intéressant maintenant, c'est en comparant le plan de Schumacher et la photo de Fischer, on se rend compte des choses qui ont été changées probablement pendant le chantier. Parce que si vous regardez sur la photo, par exemple, vous apercevez ici dans l'ombre, au premier étage, une pièce qui, sur le plan de Schumacher, n'existe pas. Vous voyez un escalier en colimaçon, visiblement destiné à sortir en toiture, et il est clair que ceci n'est pas la sortie en toiture d'un escalier en colimaçon. Donc il y a certainement des choses qui ont été adaptées en cours de route, et dans la suite de tous les architectes qui sont intervenus dans cette maison, on peut voir de plus en plus comme un état des lieux ce qui existait à quel moment. Parce que en 1937, par une raison qu'on peut imaginer, mais sans boule de cristal rétro, il est quand même difficile d'affirmer les choses. En tout cas, Tony Biva, très bon architecte, a été contacté par la famille Kuta pour intervenir dans la maison. Et celui-ci fait une demande pour coiffer la maison d'une toiture à pente.
On peut imaginer que certainement les étanchéités de toitures terrasses en 1928 ne devaient pas être extrêmement amusantes pour les gens qui vivaient en dessous. De là à faire un projet comme celui-là, où quand même Bive a gommé entièrement le langage architectural de Schumacher. Donc c'est étonnant parce qu'il faut savoir que Bive est l'architecte de plusieurs maisons dans la rue de Nassau, donc des maisons d'un langage architecture moderne. Voilà, pour moi c'est difficile à comprendre pourquoi il voulait franchement gommer l'œuvre de Schumacher. Son plan, en fait, il faut le regarder, il faut le lire un peu attentivement. Vous apercevez que dans le dessin, ce qui est en gris clair, c'est bien ce qui existait de la part de Schumacher, et au crayon un peu plus foncé, ce sont les rajouts de Bive. Donc c'est surtout toute cette partie-là qui, heureusement, n'a jamais vu le jour, qui aurait complètement dénaturé la maison. Et j'attire votre attention sur le fait que l'atelier d'artiste qui était dessiné par Schumacher s'est bien arrêté là où Schumacher l'a dessiné, parce que ça, on l'a retrouvé, le mur existait à cet endroit-là. Ici, on est un peu entre les deux, parce que sur le plan, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un poteau, d'accord, mais à l'arrière, est-ce que c'est vitré? Est-ce que c'est quoi? À mon avis, mais scientifiquement, je ne peux pas le prouver, Coutta lui-même a agrandi son atelier. Il s'est rendu compte, après la construction de la maison, que la surface de son atelier ne suffisait pas et qu'il lui fallait plus de place. J'attire aussi votre attention sur ce trait un peu plus foncé dans le plan à gauche de l'atelier d'artiste, parce que dans le plan de Schumacher, c'était l'endroit où on avait une grande verrière qui devait amener la lumière dans l'atelier d'artiste. Normalement, les verrières des ateliers sont au nord pour avoir une lumière très, très constante, très claire et qui permet au peintre de concevoir son œuvre sans avoir des variations de lumière. Celle-ci, elle est plutôt ouest. Donc, est-ce qu'il s'était trompé? Est-ce que, en tout cas, je pense que c'est bien Coutta qui décida qu'il lui fallait plus de place, et le plan de Bive, est-ce que Bive l'a accompagné dans cette démarche? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est très très intéressant, et on en vient quand on compare maintenant les deux plans, donc vous voyez bien que à gauche, vous avez le plan original de Schumacher, l'atelier avait une certaine dimension, à droite, vous avez Bive, et la dimension de l'atelier est celle que nous avons accueillie en 22 quand nous avons commencé le projet. Et là, vous voyez également donc ce comparatif. Le plan de Bive a cet énorme avantage pour nous qu'il est comme un état des lieux dans lequel on peut regarder qu'est-ce qui a vraiment été réalisé et qu'est-ce qui ne l'a jamais été. Parce que je pense que les avant-corps dans la salle à manger et dans la cuisine n'ont jamais vu le jour. On n'a trouvé aucune trace d'une fondation, rien du tout. Donc je pense que ça n'a jamais vu le jour. On a également l'escalier en colimaçon, donc là le mystère se lève, il n'a jamais été construit, c'est pour ça que c'est bien la sortie d'un escalier droit en toiture qui existe. Donc ça n'a pas été dessiné par Schumacher, ou en tout cas on n'a pas ce plan-là, mais ça a été réalisé en chantier. Ensuite, on voit que, donc évidemment, la chambre de bonne, elle est bien restée, comme à l'étage, la chambre de la nurse est restée. Donc là aussi, vous voyez donc la grande différence, cette chambre qui a apparu. Était-ce parce que dans le plan d'origine de Schumacher, il y avait la chambre de madame, la chambre de monsieur, qui se partageaient une salle de bain, et il y avait la chambre enfant, sans S, et la chambre de la nurse. Et maintenant, il y a une deuxième chambre qui a été rajoutée, et il y a juste le bain qui a changé de place, mais ça ne joue pas un rôle essentiel. Charnière dans ce beau projet de vie et le drame complet, Coutta décède en 1941, et tout de suite la veuve a contacté un nouvel architecte
Arthur Thiel, et c'est lui qui, en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a réussi de ramener tout le bois de charpente pour construire cette toiture sur la maison. Ici, il y a plusieurs mystères, parce que je ne sais pas dans ce plan-là si j'applique la logique que nous avons appliquée pour la comparaison entre le plan de Biva et le plan de Schumacher. On voit ce qui est dessiné avec les crayons, ce qui a été rajouté. Mais ici, on rajoute quelque chose au crayon qui parfois est barré aussi, comme cette lucarne, et le toit a l'air d'exister. Il est quand même venu en 1942, donc je ne sais pas très bien comment interpréter cela, et surtout, j'attire votre attention sur ces fenêtres en arcade, au premier étage et au rez-de-chaussée, dans la cage d'escalier. Elles sont parties où, nos fentes verticales de l'architecture de langage moderne? À quel moment est-ce qu'elles ont disparu et à quel moment ces fenêtres en arcade ont apparu? J'ai vraiment un trou dans la raquette. Je n'ai trouvé aucune trace de cela. Donc si quelqu'un a une piste, je suis ravie de l'entendre, parce que c'est quand même incroyable de ce changement-là, puisque quand on regarde, donc visiblement, on voit le plan signé en juillet 1942. Donc déjà, pendant la guerre, il n'était pas si évident de pouvoir faire tous ces travaux, mais grâce à la ville de Luxembourg, qui vraiment nous a tellement aidés à trouver les documents, on a même le papier de l'autorisation de bâtir. Et là, il y a une phrase qui est celle-là: Das Haus soll mit einem Dach versehen werden, da ein solches nicht vorhanden ist. Vous connaissez certainement l'amour des nazis pour les toitures plates, qui est pour eux l'architecture dégénérée. Donc là, on pouvait se dire, d'accord, il y avait un certain enthousiasme d'en faire une vraie maison. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur ce papier, on voit qu'à l'époque, il fallait tout expliquer, c'est-à-dire le nombre de personnes qui allaient travailler et leurs fonctions, quels artisans allaient travailler et quels matériaux allaient être utilisés. Et tous les matériaux qui sont indiqués ici sont pour la toiture. Il n'y a pas de nouvelles fenêtres, des nouveaux châssis de fenêtres, et on s'est même amusé à regarder dans les Ziegel, 150 Stück, ça n'aurait pas suffi à refaire cette façade en ayant démoli les fentes pour reconstruire ces fenêtres en arcade. D'où ma supposition que ces fenêtres existaient déjà. Et donc, voilà l'aspect de la maison. Donc si au début, maintenant de la présentation, vous vous êtes dit « mais comment est-ce possible que je n'ai jamais remarqué cette maison avant ?» Si en 1942, vous aviez déjà la capacité de percevoir des architectures à Limpotsberg, c'est vrai, pourquoi vous ne l'avez pas vu? Mais si en 1942, vous n'avez pas encore observé l'architecture, vous ne pouviez jamais la voir. Et maintenant, d'accord, ils avaient d'énormes problèmes d'étanchéité, il y avait la volonté de la veuve certainement d'échapper à cela, mais je me permets de me poser la question si c'était uniquement ça. Parce que pour coiffer et surtout, imaginez le contexte, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette maison de toiture à pente, est-ce que vraiment on avait besoin de tout ce décor de poutres brun foncé, sculptées, qui filaient aussi le long de la façade nord, en détruisant complètement l'architecture de Schumacher, en anéantissant les volumes composés de la façon cubique? Je pense qu'il est permis de se poser la question. Et tout à l'heure aussi, je suis très émue quand je me retrouve devant le portrait de Rosalie Sedlmayr. Cette femme heiteren Sinnes, elle a l'air si triste, elle a l'air tellement triste. Et on peut vraiment se poser la question,
Kuta, qui était complètement dans l'avant-garde et qui côtoyait à Berlin, à Munich, à Paris, dans les salons où il allait avec les artistes qu'il côtoyait, il côtoyait les architectes aussi, et il avait beaucoup de contacts, il était à l'avant-garde. Rosalie, elle s'était exilée en fait à Luxembourg. Est-ce que la Bavière lui manquait? Est-ce que la Bavière lui manquait au point de vouloir faire en sorte que cette maison dans laquelle il fallait maintenant vivre avec ses 2 enfants et son mari était au moins un univers dans lequel elle pouvait se projeter? Je n'en sais rien. Peu importe les spéculations, voilà, donc la charpente a été posée sur la sortie en toiture que Schumacher avait conçue. Il y a une toute petite lucarne qui n'est pas du tout celle de Thiel sur la façade avant, celle-là n'a jamais existé, on en avait les traces dans la charpente, mais celle-là, il fallait la faire, sinon on n'avait pas la hauteur de sortir, puisque l'escalier pour sortir en toiture n'a pas été refait. Donc, tout est posé simplement là-dessus. On a rendu plus jolie aussi la façade qui donne sur le jardin, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas exactement à quel moment ces rajouts ont été faits. La grosse poutre qui surplombe le vide, qui lui articulait les volumes de Schumacher, à la limite, je peux le comprendre, parce que faire des découpes dans une toiture à plusieurs pentes, c'est assez difficile, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait raisonnablement se poser la question s'il fallait se lancer dans cet ouvrage-là. Mais j'attire aussi votre attention sur cette petite couture-là qui va nous intéresser encore, parce que cette ouverture latérale a beaucoup changé. Il est un fait que maintenant, l'ambiance à l'intérieur de la maison, depuis 1942, elle était plutôt comme ça. Donc, les fenêtres en arcade avec ce type de vitrage, c'est-à-dire ça n'a strictement rien à voir avec ce que Schumacher avait créé. On continue notre collier de perles des architectes. De 56 à 81, c'est Pierre Gilbert qui prend la main. Et de nouveau, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de nouveau le dessin des plans qui nous montre qu'est-ce qui a existé à quel moment. Et donc, ici, ce qui est très intéressant, c'est dans l'atelier qui maintenant a bien la proportion qu'il avait et que nous l'avons vu. La verrière est à l'arrière, donc jusque-là tout va bien, mais ici on remarque que la porte qui a bien existé, puisqu'elle est sur la photo de Batty Fischer, et à l'époque Photoshop n'existait pas, donc cette entrée pour venir voir le peintre, on ne prenait pas le chemin pour sonner à la porte de la maison unifamiliale, mais on allait chez le peintre. À quel moment cette porte a disparu? Je n'ai pas de trace. Je vois juste qu'en 1956, visiblement, elle n'était plus là, parce que sur le plan de Biva, elle existe encore. Donc, ici, on voit aussi quelque chose qui, moi, en tant que bonne concierge, m'a beaucoup intéressée. Entre le living, ici, et l'atelier, il y a un mur. Et il n'est pas stipulé que ce mur-là, il était nouveau ou pas nouveau, non. Donc, est-ce que Kuta avait dit, après le plan de Schumacher et au moment de la construction, qu'il n'était pas dans l'esprit de dessiner, de faire son travail, de peindre sous le regard des gens qui étaient dans le salon. Et peut-être que cette ouverture-là n'a pas du tout existé au début, et que c'est cet accès à partir du hall, qui est une dimension d'une porte normale, qui menait à l'atelier d'artiste, et on fermait la porte et on était tranquille. Donc, je suppose que c'est ça. Ce qui est à l'avant, avec les 2 ronds, c'est quelque chose qui, heureusement, n'a jamais été réalisé, parce que dans la pièce qui est appelée living, on a la fenêtre d'angle qui, elle, heureusement, a toujours continué à exister. Mais ici, je soupçonne qu'on voulait l'enlever. Ce qui est à l'arrière, de l'autre côté à gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Pour le reste, le plan fonctionne. Le plan du premier étage est exactement celui que la maison présentait en 22 quand nous avons travaillé là-dessus. Ensuite, en 57, Gilbert est devenu l'architecte des cheminées. Donc, il a conçu une cheminée dans le living au rez-de-chaussée et une cheminée au premier étage superposée au living. Donc, le dessin devient de plus en plus freestyle, disons. Par contre, la cheminée, elle est dessinée nickel. Donc là, il n'y a rien à dire. Et puis, apparemment, la maison a eu un calme jusqu'en 81 avec le même architecte. Là, on peut dire en quelque sorte qu'on a donné un peu le coup de grâce à l'atelier, puisque là, on a visiblement à ce moment-là fermé la porte du hall qui donnait vers l'atelier pour ouvrir là où Schumacher l'avait dessiné dès le départ, c'est-à-dire à partir du living. Mais il y a un invraisemblable ouvrage qui se met en place à la place de l'ancien mur que Schumacher avait dessiné et là où s'arrêtait l'atelier pour barricader la verrière du peintre. D'accord, donc nouvelle cheminée et ouverture cette fois du côté sud de la maison avec une grande fenêtre qui donne sur la partie plus privée des alentours, des aménagements extérieurs de la villa. Finalement, après, je me suis dit que c'était un bonheur, finalement, que cette cloison que j'appelle invraisemblable a été construite, parce que je pense que si elle n'avait pas été construite, la verrière aurait été détruite. Et comme ça, on pouvait récupérer la verrière. On s'est activé aussi en hauteur de l'atelier, donc on a mis un faux plafond à presque 1 mètre en dessous de la dalle réelle, et je pense que là, il y avait un côté, on sortait en 81 de la crise pétrolière, le chauffage, la chaleur monte, il faut faire un faux plafond plus bas pour qu'on n'ait pas autant de mazout à consommer pour chauffer la pièce. Je pense qu'il y a un peu de ça, et pour avoir quelque chose de plus cosy. Et là, c'est la première fois qu'on aperçoit à l'arrière de ce nouveau mur à cheminée le dessin, enfin le non-dessin de la toiture sur cet agrandissement. Et ça, c'est dans la suite logique aussi de ce qu'on a trouvé sur place. Je pense que cet agrandissement d'atelier, il n'a pas été vraiment suivi par un architecte ou une architecte parce que ça tient, constructivement, ça tenait plus du baraquement que de la construction. Donc ça, c'est la verrière dont je n'arrête pas de vous parler, qui, à l'arrière de la maison, dormait dans son sommeil magique. Et vous voyez ce couloir, c'est donc devant la verrière, derrière la nouvelle cheminée, derrière cette cloison bibliothèque. Voilà, donc c'était un endroit paisible qui attendait d'être remis en vie. Les plans deviennent de plus en plus sportifs, donc pour demander une autorisation de bâtir, je ne conseille à personne d'essayer ça aujourd'hui auprès de la ville de Luxembourg. Donc, mais là, ça passait. Donc voilà, la cheminée à l'arrière, voilà, on la dessine, c'est bon, c'est tamponné. Et ici, on agrandit, bon ça c'est presque pas visible, mais cette ouverture-là qui changeait tout le temps au fil des interventions, on l'élargit un tout petit peu, voilà, et en voiture Simone, et c'est bon, c'est autorisé, et on fait les travaux. Ensuite, la maison, en fait, a été réveillée de nouveau de sa petite torpeur en 2014 pour la Biennale d'architecture à Venise par l'architecte Stéphanie Laruade, son mari Bohumil Kusturica et la comédienne Sophie Langevin, qui avait pour thème la modernité à Luxembourg, est-ce qu'elle est aimée, détestée ou ignorée? Et cette magnifique photo où Sophie est en voiture et vous voyez sur le tableau de bord les plans de Schumacher, la photo de Betty Fischer, tout ce que ces trois personnes avaient rassemblé et devant un peu perplexe comme une détective qui se dit mais purée, c'est pas avec tout ce que j'ai ici que je peux dire que c'est ça l'architecture moderne à Luxembourg.
Donc j'ai trouvé ce projet extraordinaire. Et puis nous avons eu la chance, vraiment l'énorme chance d'intervenir dans cette magnifique maison. Et nous nous sommes assez rapidement dit qu'avec tout l'historique, il n'y avait que Schumacher qui avait raison dans tout ça et qu'il fallait revenir à ça. Et il fallait néanmoins ne pas en faire une œuvre muséale, puisque cette maison est dans des mains privées, très heureuses, et nous en avons fait un projet contemporain sur base de ce que Schumacher avait fait. Donc, vu d'en haut, il faut rendre à César ce qui est à César. Schumacher a fait une composition extraordinairement belle. Donc, ce que nous avons fait, nous avons transformé cette façade-là dans ceci, la façade latérale dans cela, la façade arrière dans cela, et la petite façade sur jardin dans cela. Pour ce faire, il faut vraiment que je dise que nous avons été magnifiquement accompagnés par l'INPA, l'Institut national du patrimoine architectural, et la ville de Luxembourg, qui nous ont fait confiance et qui nous ont beaucoup aidés, parce que nous avons fait tout un travail de recherche en amont, mais nous avons continué en fait nos investigations une fois que le chantier a commencé, et il n'était pas aisé de pouvoir fixer toutes les ouvertures, les tailles, etc., parce que nous avons recherché aussi des choses. Et d'abord, il fallait faire vraiment le tri, quels sont les éléments qui dénaturent complètement le projet de Schumacher. Donc, vous les connaissez déjà un petit peu, je passe rapidement. Et j'en reviens au regard si triste de Rosalie, parce que la salle à manger, elle était comme ça. Je ne sais pas depuis quand elle était comme ça, était-ce depuis le départ? Donc, vous imaginez l'application de toute une surface en bois plein à l'intérieur de la porte pour donner ce côté bavarois, et on pousse la conséquence jusqu'à coller des fausses poutres sous la dalle béton pour avoir une certaine ambiance. Et je vous avoue que je me suis souvent posé la question si, au moment de l'intérieur aux trois figures, il y avait déjà derrière l'autre porte qui est en face toute cette ambiance bavaroise qui existait, ou est-ce qu'elle est venue après le décès de Coutta? J'aimerais vraiment savoir. Donc, la charpente qui a fait comme une énorme tente sur le toit plat, et l'escalier qui monte. Donc, Schumacher, il a certainement été aux Pays-Bas, parce que c'est vraiment un escalier hollandais qui monte à la toiture. À l'arrière, donc, vous voyez les fenêtres, donc les fenêtres de la verrière et les fenêtres des sanitaires sont d'origine. Ça, ce sont ceux que Schumacher avait choisis et a mis en place, et nous les avons gardés. Voilà. À l'intérieur, nous avons commencé à faire des sondages. Ici, à gauche, vous voyez ce qui a été fait pour fermer la fenêtre d'angle de la chambre qui n'était pas sur le plan initial au premier étage. Donc, il était facile de retrouver la bonne proportion. Nous avons gratté partout, nous avons fait des trous partout pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Et nous avons trouvé un magnifique carrelage noir sur le palier de l'escalier en haut. Cette photo-là, je vous la montre par nostalgie, parce qu'en commençant à faire le ménage dans la cave, eh ben c'est là que nous avons trouvé le chevalet de Coutta, derrière le bois pour les cheminées. Nous avons continué notre travail d'investigation avec Thomas Lutgen, restaurateur extraordinaire, qui, là, c'est du vrai travail de détective. Il arrive avec son scalpel et il prend partout des échantillons. Et comme ça, nous avons aussi retrouvé la vraie couleur de la façade.
Donc la couleur que la villa a maintenant est exactement la couleur que la villa avait au moment où Schumacher l'a construite. Voilà, donc nous nous sommes lancés dans ce chantier et puis finalement, il y avait un moment où j'ai trouvé que cette toiture était une bénédiction parce qu'on pouvait faire un grand trou dedans et nous pouvions travailler en toiture au moment où personne ne peut travailler à cause des intempéries. Nous étions les premiers de la classe, nous pouvions travailler parce qu'on avait une super bâche au-dessus de la tête et donc nous pouvions enlever les dalles, on pouvait tout faire. Avec ça, d'ailleurs, nous avons trouvé toutes les infiltrations que les Kuta avaient. Donc, je comprends le désarroi. Je comprends. Avec ce grand trou, la vue est revenue, la vue qui existait. Schumacher avait fait une toiture et les Kuta pouvaient être en toiture terrasse et ils n'avaient pas cette vue-là construite, mais ils avaient cette vue-là par le ciel. Nous avons rajouté évidemment quelques marches. J'espère que Schumacher ne m'en voudra pas parce qu'il a fallu tourner, ce qui n'était pas prévu pour lui, mais nous, avec notre isolation qu'on a mis en toiture, il fallait qu'on trouve une solution. Et nous pouvions justement, à l'abri des intempéries, tranquillement faire toute notre étanchéité et tout faire. Pendant ce temps-là, pour se faire plaisir, nous avons commencé à enlever les toiturettes partout. Et déjà, rien que d'enlever la toiture sur le garage, ça a fait beaucoup plaisir. Et d'enlever celle-là, ça a fait super plaisir aussi. Et là aussi, on a retrouvé la façade d'origine qui dormait un peu là derrière, puisque cette toiture a été appliquée à un moment. Et vous voyez aussi la façade d'origine, vous voyez ce petit rectangle qu'il a, et vous voyez ici, on a rebouché quelque chose, c'était là où passaient les fentes, les fenêtres verticales. Donc, c'était pour nous l'indication, puisque nous ne savions pas exactement où elles étaient, ça c'est la largeur des deux fentes, et à l'intérieur, on a retrouvé les bâtés également. Et je peux vous dire qu'on a arraché les fenêtres en arcade en plastique avec, mais une joie pas cachée. Et nous avons retrouvé les proportions exactes, puisque nous avons retrouvé, comme je vous dis, les bâtés, et nous avons retrouvé le linteau. Et c'est là où simplement nous avons régularisé notre situation auprès de la ville de Luxembourg pour faire la modification de la demande d'autorisation de bâtir, puisque là, nous pouvions dire, voilà, les fenêtres vont avoir cette proportion-là. Et je vais partager avec vous le plaisir que nous avions de démonter la toiture, quand nous étions prêts à laisser la pluie tomber sur notre étanchéité. Voilà. Encore balafré, mais libéré. Maintenant, quand on monte sur le toit, on a la lumière du ciel et un aspect un peu technique, mais qui jouait quand même un rôle extrêmement important. Donc, une fois que la charpente était partie, il fallait remettre les acrotères, qui sont aussi les balustrades de la toiture terrasse. Et, bon, quelque chose de très technique, mais les architectes comprendront, il faut un couvre-mur. Et dans notre étanchéité, qui est la Rolls-Royce des étanchéités, il y a tout un système qui va avec des couvre-murs en aluminium. Quand j'ai vu les échantillons, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Et heureusement, en discutant avec des amis architectes, mon amie Marie-Lucas m'a dit « Mais tu ne peux pas faire ça ». Je disais « Mais je sais, mais comment on va faire ?» Et elle m'a dit « Va à Weimschaft, Christian Bauer a construit une résidence, tu verras, il a mis une toute autre chose comme couvre-mur. » J'ai été voir, je me suis dit « C'est comme Schumacher ». Et on s'est lancé
avec une excellente entreprise, SLCP, dans un calpinage fou pour avoir la possibilité, dans tous les coins et recoins, de faire des couvre-murs en béton qui sont complètement alignés avec la façade extérieure, comme Schumacher l'avait fait, pour ne pas dénaturer cet aspect de la maison. Et là, nous avons pris un peu du poil de la bête, parce que nous nous sommes dit que dans les joints, on n'allait pas se priver sur les balcons d'intégrer les montants verticaux pour les garde-corps, pour faire le garde-corps le plus sobre et le plus fin possible qui puisse exister. Et sans SLCP, on n'aurait pas réussi à le faire. Là, c'était la même joie que pour les fenêtres en arcade, de démolir ce mur cheminée devant la verrière. Réel plaisir. Une fois qu'on avait commencé à mettre à nu les murs et surtout les dalles, on a quand même pris un peu peur parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas parce qu'un maître d'ouvrage en 1928 avait beaucoup d'argent que la crise et la pénurie des matériaux de bâtiments de construction n'existaient pas pour lui. Donc, on voit que Schumacher, il a essayé de faire, mais avec tout ce qu'il pouvait trouver, puisqu'il y avait une telle pénurie de matériaux. Donc, ce que dans mes rêves les plus fous, j'avais espéré être des dalles coulées en place, Bakeneni, c'était des ourdis, et les murs étaient construits avec des matériaux complètement divers. Thomas Lutgen m'a aidé à situer les briques. Il y a des briques de Bettembourg, il y a des briques de Saarbrück, il y a des briques, on voyait vraiment, les briques, on les prend là où on en a, à ce moment-là où on en a besoin. Donc, très difficile. Donc, c'est là que j'avais commencé à espérer que tout était coulé sur place, mais non, pas du tout. Là, vous avez un bel exemple de ce patchwork de briques, effectivement. Donc, il a fallu consolider les murs et surtout, il a fallu comprendre au premier étage que surtout, il ne fallait pas arracher l'étanchéité qui était trouée, l'étanchéité d'époque. Donc, on l'a scellée sous notre isolation parce que sinon, je pense que la dalle sur premier étage nous serait tombée sur la tête. Nous avons réouvert la fenêtre d'angle de la chambre du premier étage. Nous avions espéré pouvoir garder l'angle dans le living en bas, mais voilà les petits plaisirs qui font que l'acier il a rouillé. Notre ingénieur il est venu, il a regardé et l'après-midi c'était comme ça. Donc il a fallu reconstruire. Nous avons eu le droit de faire certaines nouvelles ouvertures, donc l'INPA et la ville de Luxembourg nous ont accordé cela, puisque de faire une petite fente sur le jardin très privé de la villa est une réelle plus-value. Et nous nous sommes attaqués aussi à la restauration de cette magnifique verrière. Et grâce à Michel Bratke, la firme Vitralux, nous avons réussi à trouver un verre, parce qu'il était hors de question que nous disions maintenant à nos maîtres d'ouvrage, pour la beauté du geste, qu'ils allaient avoir froid jusqu'à la fin de leur jour avec un simple vitrage dans un châssis très très fin. Mais Michel Bratke nous a fait connaître un verre extraordinaire qui est un double vitrage où on tire l'air, on crée un vide, et quand vous regardez ce verre de très près, vous avez un maillage de petits points qui empêche le verre d'exploser, et vous pouvez l'utiliser dans un très fin cadre de fenêtre. Et c'est ça qui a fait que nous pouvions garder la verrière. Là, vous voyez ce que j'appelle que ça tenait plus du baraquement, cet agrandissement de l'atelier d'artiste. Donc, il a fallu recouler une dalle là au-dessus et notre verrière est revenue dans son plus bel état, avec la couleur d'origine aussi, parce que grâce à Thomas Lutgen et son scalpel, nous avons retrouvé la couleur d'origine, un vert très foncé de la couleur des châssis de fenêtres.
Et là, vous voyez à gauche sur cette photo la finesse de ce verre qui se marie parfaitement bien avec la belle verrière. Grâce aussi à un artisan très très fort, Morheng, nous avons pu récupérer le volet d'origine en bois. Il nous a complètement restauré ce volet-là avec la manivelle qui fonctionne à merveille. Et en fait, son plus grand défi, quand il devait prendre le volet pour l'amener dans son atelier, le volet est tellement grand, il a dit « mais ça ne rentrera jamais dans ma camionnette ». Et on a réussi à faire ce transport. Et puis, on s'est lancé dans un doctorat de couleurs et de texture et de matérialité de la façade, puisque grâce à SLCP, on a prélevé des échantillons de la façade d'origine qui ont été envoyés au laboratoire pour avoir la composition exacte de tous les ingrédients de la façade, et nous l'avons reconstituée exactement telle qu'elle. Donc, avec INPA, avec énormément d'engagement de soins et d'encadrement de ce chantier, nous avons fait beaucoup d'échantillons pour trouver la bonne couleur qui ici est encore totalement humide, et quand elle a commencé à sécher, elle était quand même accompagnée par les fleurs du printemps, donc ça ne pouvait pas être faux. Et quand ça a commencé à sécher, on savait qu'on était exactement dans ce qu'il fallait pour refaire apparaître ce rose à Limpasberg. Et ça a fait tellement plaisir de revoir non seulement ce rose, mais aussi ses proportions, parce qu'aujourd'hui, on ne ferait plus des fenêtres aussi petites, et surtout la magnifique composition de Schumacher pour sa maison. Et on pouvait se remettre à la place de Bati Fischer pour regarder la maison exactement à l'endroit où il a fait la photo en 1931. L'escalier, nous avons su le récupérer grâce à des produits franchement pas bio pour décaper toutes les couches de colle qui étaient là-dessus, parce qu'il faut dire, quand nous avons récupéré la maison avec beaucoup d'amour, il y avait de la moquette partout. Donc, la moquette sur une couche de colle, sur un lino, sur une couche de colle, je vous laisse imaginer, mais on a réussi à récupérer le carrelage d'origine de ce bel escalier. Et grâce à Michel Magéroust, INPA, je ne pourrai jamais assez la remercier, on a découvert le carrelage Golem, qui est un pur bonheur, mais je vous dis un pur bonheur, et qui se marie complètement avec le carrelage d'origine. Regardez la finesse des joints et la beauté. C'est un carrelage, quand il est posé, vous avez l'impression de regarder du velours. Ça, évidemment, aussi grâce au dieu de la pose de carrelage, monsieur qui, pendant une semaine, doit dire 2 phrases à peu près, qui se concentre sur son travail, mais qui a réalisé un travail absolument magnifique, mais magnifique, que ce soit pour les escaliers, pour tout. Nous avons marié les carrelages blancs d'un côté avec les carrelages noirs de l'autre, grâce à un dessin de notre maître d'ouvrage que notre dieu de la pose nous a réalisé. Nos formidables menuisiers sont venus sur place, Wunhölzer, et ils ont fait un travail magnifique parce que nous avons gardé les radiateurs de fonte quand nous pouvions les garder, et nous avons remis, quand ils n'étaient pas récupérables, nous avons mis au même endroit des radiateurs de fonte. Donc, nous avons des trous dans le banc, comme autrefois, pour laisser passer la chaleur. Ils ont même réussi à récupérer la porte Bauhaus, si je puis me permettre, en dessous de la Bavière. La niche dans laquelle Kuta avait dans son atelier un meuble dans lequel il rangeait ses affaires. La verrière accompagnée d'une plaque de travail avec nos trous pour laisser passer le chauffage.
les portes que nous avons choisies coulissantes, qui donnent sur l'atelier, l'ancien atelier qui évidemment est aussi aujourd'hui une partie atelier et une partie salon. Les portes coulissantes ont ce bel avantage de disparaître et d'apparaître quand on en a besoin sans avoir des ouvertures. Les meubles dessinés choisis, et puis commencer à apparaître notre enfilade à l'arrière de la maison. La lumière qui commençait à réapparaître selon la même manière dont Kuta l'avait connue. Et les ambiances ont commencé à revenir peu à peu, et on se disait aussi, parce qu'on a eu la chance de terminer la maison au printemps 23, où il faisait un temps absolument sublime, donc on dirait le sud. On était tellement bien là-dedans, je ne voulais absolument pas quitter cette maison. J'ai trouvé tous les prétextes, même avec mon ordinateur, je me suis installée dans l'escalier pour travailler. À l'extérieur, Marbrerie Bertrand nous a fait un très beau béton qui se marie avec ce topus incertum qui existe depuis l'époque. Et aussi, avec beaucoup de soin, nous avons discuté, et avec toutes les propositions de INPA, de Michel Magérous, de trouver un matériau qui n'était pas trop noble, parce qu'on aurait pu mettre une pierre naturelle, mais elle disait attention, parce que c'est peut-être trop noble. Et le fait de mettre ce béton, mais de le travailler comme le gravier, qui partage ce qui existe encore du revêtement que Schumacher avait fait. Nous avons choisi des graviers de la Moselle qui sont aussi en toiture, les parties de toiture qui ne sont pas accessibles. Avec le béton, ça reste doux. Comme je vous dis, on dirait le sud. Et puis vient toujours à un moment, le moment où vient mon ami Eric Chenal. Et lui, il a vu ça. L'intérieur aux 3 figures, c'est cette porte-là. Et maintenant, la villa vit sa vie tranquillement à Limpotsberg.
Voilà l'histoire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous aurez peut-être l'intention d'en faire un livre de votre présentation? Merci de poser la question parce qu'on me la pose toujours. Oui, j'aurais tellement envie de faire un livre, mais il faudrait le financement de pouvoir faire un livre. Oui. Parce que c'est... Dans toutes les publications qui existent, en fait, ce sont des morceaux de puzzle et je me suis rendu compte au fur et à mesure des recherches qu'il y avait des choses erronées et j'aimerais d'abord tellement remplir les trous de ma raquette aussi parce qu'il y a des choses qui manquent, mais oui, j'aimerais beaucoup pouvoir faire une publication. Merci d'abord, bravo pour le super travail qui a été fait. Je suis un voisin. Et alors, ma question, c'est comment éviter que les erreurs qui ont été faites se refassent. Donc, que tout ce travail de recherche, de restauration, de remise en valeur par un futur propriétaire soit de nouveau détruit et fait les erreurs du passé. Est-ce qu'il y a une idée de le mettre sous protection ou... Il est protégé. Il est protégé. Il est Okay, protégé. c'est ça que je voulais savoir. Au niveau national, le bâtiment est sur l'inventaire supplémentaire. Et au niveau communal, il est protégé aussi. Et je pense que là, je compte absolument sur Michel Mager ou sur Chaf Milanini. Je souhaite bon courage à ceux qui veulent refaire des erreurs. Est-ce qu'il existe des bâtis similaires au Luxembourg qui ont été dessinés par l'architecte Schumacher? Son fils est ici, on pourrait lui poser la question. Mais je pense que aussi élaboré, mais vous allez me corriger, Manuel, tu me diras aussi si je dis une bêtise, mais je pense que cette villa-là, en fait, ton grand-père n'a pas reproduit ce projet, même sous une autre forme ailleurs. Non. Il faut dire que Hubert Schumacher, en fait, il est, donc je ne vais pas arrêter de le dire assez souvent, un excellent architecte, et il est devenu assez rapidement aussi l'architecte en chef de l'administration des bâtiments publics. Et donc, il a supervisé beaucoup de bâtiments. Il a construit encore des bâtiments, mais il n'avait peut-être plus le temps de faire des bâtisses privées aussi. Il faut se dire. Peut-être que c'est ça aussi. Et si je suis un peu méchante, parce que parfois il faut être un peu méchant, peut-être qu'il en avait aussi un peu marre de voir ce que ses confrères ont réussi à projeter dans sa magnifique œuvre par après. J'ai une question à cause du jardin. Le terrain, c'est très petit et il y a un tout petit jardin autour de ça. Est-ce qu'il existe aussi des plans de cette période de 1931? Oui, ce sont les plans pour le jardin aussi. Et est-ce qu'on a fait aussi le jardin un peu similaire que de ce temps-là ou...
L'aménagement tel que dessiné, en fait, ce qui a été gardé, c'est que dès les premières intentions, il y avait le mur. Attendez, je vais regarder, je vais ressortir là. Pardon, c'est pas très beau, mais ça nous facilitera quand même un peu la vie pour parler. Quand on regarde. Nous n'avons pas trouvé de vrai plan complet de l'aménagement extérieur aussi. Donc la seule chose qui existe, c'est, vous voyez ici en bas, vous avez la totalité de la parcelle avec l'implantation du bâtiment de Schumacher, donc ce que j'appelle le plan Schumacher 2. Vous voyez aussi ce qui est intéressant, que là, il y a un petit gribouillis en rouge. Est-ce que la maison, finalement, était quand même un peu petite et ils avaient voulu la prolonger, mais il n'existait pas de plan vraiment d'aménagement complet autour. Et quand on revient en arrière vers la photo, voilà, là vous voyez bien que ce mur-là, il a existé dès le départ et il existe encore aujourd'hui. Donc ce qui était une intention très claire, c'est de dire il y a une partie de jardin qui est de ce mur jusqu'à la grille et de la position de la maison jusqu'à la rue, qui est très public, que tout le monde peut voir. Et derrière, c'est vraiment presque comme un jardin de cloître, parce qu'il n'y a que les gens qui habitent en face, quand ils sont dans leurs étages supérieurs, qui peuvent avoir un léger aperçu dans cette maison. Et ça nous ramène de nouveau dans le projet de Breuhaus aussi, la cour du peintre. Donc les Kuta avaient cette volonté de pouvoir aussi s'isoler sans être vus. Et ça, on l'a gardé. Mais comme il n'y avait pas de vrai plan d'aménagement extérieur, bon, nous avons gardé, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont très belles déjà dans ce jardin, et bon, il y a le magnolia absolument magnifique qui est devant la maison, qui était notre bataille pendant le chantier, que surtout pas un camion le touche, et nous avons surtout fait en sorte que devant, nous ayons beaucoup de surface verte pour ne pas créer des îlots de chaleur, parce que ce serait désagréable pour la maison et pour les habitants, mais c'est désagréable aussi pour les gens qui passent sur le trottoir. Donc, on a dû garder le chemin qui mène au garage, et le chemin piéton le plus fin possible, et le reste, c'est végétal, pour avoir de l'évaporation, de drainer l'eau, etc. J'aurais eu du mal à demander à Hubert Schumacher. Tony B va en premier. Écoutez, je pense que... Très difficile. Je ne pourrais dire que des hypothèses. Quand je vois les problèmes d'étanchéité que les Kuta avaient, ce qui n'était pas du tout la faute de l'architecte, parce que l'architecte n'est pas artisan en même temps et pose les étanchéités. Peut-être qu'ils en avaient assez, peut-être que Schumacher était déjà dans ses nouvelles fonctions, n'avait pas le temps. Biv, je vous ai dit, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il était énervé de la beauté du projet de Schumacher ? Je ne peux que mettre des hypothèses, et je lui fais tort en le disant, parce que je ne le sais pas, parce qu'évidemment, il aurait été de bon ton de lui parler, de dire écoute, j'ai été contacté par ton maître d'ouvrage qui me demande une toiture. Peut-être qu'il l'a fait, j'en sais rien. Et Schumacher lui a dit écoute, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque
Alors, merci encore pour la conférence. C'est une question qu'on pose souvent quand on fait une restauration. Bon, ils étaient tous méchants quand même, mais tous ces cheminées, tous ces éléments qui ont été rajoutés, ils sont témoins du goût d'une époque. Qu'est-ce qui s'en est passé? Les cheminées. Donc les cheminées, la cheminée rajoutée en 57, les deux cheminées, on a gardé le tuyau de la cheminée parce que ce n'était pas des œuvres d'art quand même, pardon, je ne veux pas être désagréable, mais ce n'était pas la belle cheminée parisienne avec toute une moulure et une sublime plaque de marbre au-dessus. Et la cheminée de 81, on l'a démolie avec beaucoup de plaisir. Je me permets de Sans aucun respect pour le confrère, d'ailleurs, je dois dire. Je me permets juste de revenir aussi vers cette intervention. Comme je suis restauratrice, que j'ai fait beaucoup d'études de bâtiments, il y a aussi la documentation qui est très importante dans une étude comme ça. Et donc, on ne démolit pas sans avoir documenté avant ce qui a été fait. Donc, je pense qu'on ne nie pas l'histoire, ou l'histoire matérielle, en tout cas, du bâtiment, une fois qu'on l'a documenté, en voulant retrouver un original. C'était beaucoup plus scientifique que ma réponse. Eh bien, merci pour votre intérêt et pour votre écoute. Donc voilà, je remercie aussi au nom du musée encore Madame Heirent de nous avoir présenté cette belle conférence et à vous tous d'être venus aussi nombreux. Et donc, on espère vous revoir pour un autre sujet. Bonne soirée